Alors revenons au point sur lequel on s'était arrêté, qui est que donc le théorème 6 nous disait que si un modèle est stable, nous dit que si un modèle est stable, alors il est le point fixe de l'opérateur de conséquence immédiate adapté à des programmes normaux. Mais la réciproque n'est pas vraie. Donc il peut y avoir des modèles, il peut y avoir des modèles qui sont des points fixes minimaux de TPIP et qui ne sont pas stables. Donc un exemple, ici, avec le programme PS, qui nous dit que si note A, alors si note B, alors A, si C, alors B, et si B, alors C. Alors, comme d'habitude, on va proposer, donc les auteurs nous proposent des interprétations et des modèles. Donc M1, c'est le modèle avec juste A, et M2, c'est le modèle avec B et C. Ces deux modèles sont minimaux et sont des points fixes de l'opérateur TPS, puisque TPS de M1 égale à M1 et TPS de M2 égale à M2. En particulier, B et C sont, dans un sens, auto-supportés. Si on considère le réduit de PS par rapport à M1, qui est donc le programme avec le fait A et avec les deux règles C implique B et B implique C, et le réduit de M2 où on a juste C implique B et B implique C, on a donc le plus petit modèle de Herbrandt de PSM1 qui est égal à A, et le plus petit modèle de Herbrandt de PSM2 qui est égal à vide, et qui est donc pour M2, c'est différent de M2. Par contre, pour M1, c'est égal à M1. Donc M1 est un modèle stable, alors que M2 est juste un modèle minimal, mais c'est pas un modèle stable. Donc, les atomes qui s'auto-supportent sont en général peu désirables, puisqu'ils peuvent aboutir à des scénarios paradoxaux dans lesquels les faits vrais ne sont pas supportés par quoi que ce soit. A et B, dans l'exemple précédent, sont en effet infondés par rapport à M2 dans le sens spécifié juste ci-dessous. Donc là, on va avoir peut-être une définition un petit peu plus précise, cette notion de support. Alors, zut, c'est pas en rouge, c'est en bleu. Voilà. Alors, la définition 13, elle nous dit quoi? Alors, on prend un programme P et on prend un ensemble U qui est un sous-ensemble de la base d'Herbrandt de P. Donc ça pourrait être une interprétation. Alors cet ensemble U, c'est un ensemble infondé de P relativement à une interprétation I, si pour tous les atomes clos qui sont dans U et pour toutes les règles qui sont dans ground de P et qui ont A en tête de règle, on a deux cas possibles. Soit il y a un atome de B qui apparaît comme littéral positif dans le corps de R, qui est tel que soit B n'appartient pas à I, soit B appartient à U, ou bien il y a un atome B apparaissant comme un littéral négatif du corps de R, tel que B appartient à I. Et la définition se termine par, pour les programmes normaux, il existe un plus grand ensemble infondé de P relativement à I dénoté UPI. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que c'est que cette notion. Donc, est-ce qu'on a des exemples? Probablement après le théorème 7. Donc,
on va quand même essayer de regarder un peu ces définitions. Alors, soit un programme P, et puis un ensemble de faits clos. Cet ensemble de faits, il est infondé par rapport à une interprétation I. Si à chaque fois que je prends un fait clos de U et une règle de ground de P qui a ce fait clos en tête, donc je prends un fait clos de U et je prends une règle qui a ce fait clos en tête, dans ground de P, il y a deux cas possibles. À chaque fois, soit il y a un atome B qui apparaît en littéral positif du body de R, du corps de R, qui est tel que B n'appartient pas à I ou B appartient à U. Ok. Ou alors, il y a un atome B qui apparaît comme forme négative dans le body, dans le corps de R, tel que B appartient à I. Si B appartient à I, et que, l'atome apparaît d'une manière négative dans le corps de R, euh, ben A ne peut pas être dérivé, en tout cas par la règle R, puisque B étant vrai dans I, non B est faux, et donc la règle est vraie, mais rien n'est déduit. Euh, et donc tout ça, il faut vérifier tout ça pour tous les éléments de U. Alors effectivement, il y a forcément un plus grand, enfin un plus grand, si, il y a forcément un plus grand ensemble infondé, ou des plus grands, mais il y en a forcément au moins un, quitte à ce que ce soit l'ensemble vide. Mais en fait, il n'y en a qu'un, ok, avec programmes normaux. Et alors, cet ensemble infondé, ce plus grand ensemble infondé de P par rapport à une interprétation I, je vois pas trop à quoi il sert exactement. Alors, disons la suite. Intuitivement, si I est compatible avec P, alors tous les atomes dans dans ce plus grand ensemble infondé de P relativement à I peuvent être fixés à faux d'une manière sans causer de problème, non dangereuse, et l'interprétation résultante est toujours compatible avec P. Supposons que P est un ensemble de faits vrais, supposons que I est un ensemble de faits vrais, il n'y a aucune règle dans P qui peut justifier un atome A de U de devenir vrai. Alors une interprétation I est appelée unfounded free, donc sans donc fondée, on va dire, si l'intersection de I avec U est vide pour tous les ensembles infondés U de P relativement à I. En d'autres termes, I est unfounded free, c'est seulement si son intersection avec UP de I est vide. Donc la notion d'ensemble infondé étend la notion de non-supportedness en interdisant implicitement le support d'un atome. Mais en fait, la notion de supportedness ou de non-supportedness, elle n'est pas très claire pour moi. Bref. Euh, en interdisant le support d'un atome par un atome qui est infondé.
pour gagner la foundedness par M d'un atome A appartenant à M, pour gagner la foundedness by M, donc un atome A de M nécessite le support d'une règle dont le corps est rendu vrai par des atomes fondés. Donc seulement, c'est-à-dire n'appartenant pas à l'ensemble infondé en cours. Et donc tout ça, ça nous sert à quoi? Ça nous sert, par exemple, dans le théorème 7, qui nous dit, si je prends un programme P et un modèle M de P, ce modèle est stable si et seulement si M est unfounded free. Alors rappelons que le théorème 6, il nous donne une condition nécessaire pour, pour, euh, pour être un modèle stable. Si on a un modèle stable, alors forcément, ce modèle, c'est le point fixe de l'opérateur de conséquence immédiate. Mais il nous donne pas de caractérisation dans l'autre sens. Donc en fait, là, le théorème 7 nous donne une caractérisation dans l'autre sens. Il nous dit un modèle M d'un programme est stable si et seulement si, et c'est ça, c'est peut-être là où c'est important, si et seulement si il est unfounded free. Donc unfounded free, alors en fait j'aurais dû souligner ça aussi. Alors unfounded free, c'est quoi? C'est il faut que l'interprétation elle n'ait pas d'éléments en commun avec le plus grand ensemble infondé de P. Donc un modèle est stable s'il n'a pas d'intersection avec le plus grand ensemble infondé de P, ou s'il n'a pas d'intersection avec aucun ensemble infondé de P. Et un ensemble infondé, par rapport à I, c'est un ensemble de A un élément A est dans un ensemble infondé, en fait, un atome clos A est dans un ensemble infondé, s'il est la tête d'une règle dans un ensemble infondé relativement à une interprétation, s'il est dans la tête d'une règle, et si dans le corps de cette règle, en fait, il y a un littéral positif qui soit n'est pas dans I, soit est dans U. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que ouais, il faut d'accord. Si jamais tu as une règle et que dans la règle, tu as un élément infondé dans le corps qui implique un autre élément A qui lui-même est dans un ensemble, A va être infondé. Et si, et si ton élément A tête de règle, il, il est la tête d'une règle dans laquelle il y a un littéral négatif euh, tel que en fait le littéral, la version positive du littéral est dans I, alors il est infondé aussi. Donc intuitivement, I est compatible avec P. Si I est compatible avec P, alors tous les atomes dans le plus grand ensemble infondé
de I par rapport à P, de P par rapport à I. Si tous ces éléments-là peuvent être fixés à faux, sans souci, ici l'interprétation résultat est toujours comparable à P, toujours compatible avec P. Ok. Si on suppose que I est un ensemble de faits vrais, alors il n'y a aucune règle dans P qui peut justifier qu'un atome A de U devienne vrai. Ok, donc là, alors bon, on va voir peut-être sur l'exemple, ça sera peut-être plus simple. Alors on va copier sur l'exemple. Donc là, en fait, bon, ce qui est important là, même si pour l'instant c'est pas forcément très clair de ce que c'est que ces ensembles infondés, ce qui est important, c'est que ça nous donne une, caractérisation nécessaire et suffisante d'un modèle stable. Alors que le fait d'être un point fixe de l'occurrence immédiate, bah, c'est pas une condition suffisante. Donc ici, on considère P de U encore, donc Mann de Dilbert, etc. Et on a les 4 interprétations candidates suivantes. Donc M3 a le plus grand ensemble infondé U PU de M3 qui est égal à single de Dilbert et Husband de Dilbert. Pourquoi? Parce que single de Dilbert est la tête d'une règle dans laquelle ici voilà, dans laquelle il y a un husband de Dilbert qui est dans I, dans M3 ici, et qui en même temps est précédé d'un autre. De même, husband de Dilbert, il est aussi dans l'ensemble parce qu'il y a pareil avec single. Et on peut pas en mettre un autre euh, parce qu'il y a plus d'autres têtes de règles en réalité. Voilà. Donc, si je prends M3, le plus grand ensemble infondé de PU par rapport à M3, c'est single Dilbert, Husband de Dilbert. Donc si on suppose que M3 c'est un ensemble de faits vrais, ben, il n'y a en effet aucune règle qui peuvent rendre les atomes dans UPU de M3 vrais. Eh ben oui, parce que si Husband de Dilbert est vrai, notre Husband de Dilbert c'est faux, et donc on déduit pas. On peut pas déduire single de Dilbert, et pareil de l'autre côté. Et donc M3 n'est pas unfounded free. On rappelle que unfounded free, ça veut dire quoi? Euh, Ça veut dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de problème avec les ensembles infondés. Là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que M3 intersection UPU de M3 n'est pas égal à vide, il y a deux atomes qui sont en commun.
M4, quant à lui, c'est pas un modèle du tout. Et donc, par rapport au théorème, le théorème nous dit quoi? Le théorème nous dit, ben, un modèle est stable s'il est unfounded free. Donc, comme M3 n'est pas unfounded free, ben, M3 n'est pas un modèle stable, par exemple. M4, quant à lui, c'est pas un modèle. Alors, pourquoi? M4, c'est pas un modèle parce que bon, dans M4, j'ai juste Man de Dilbert. Donc forcément, Man de Dilbert, je vérifie. Oui, c'est bon, c'est vrai, c'est normal, c'est un atome, c'est un fait en fait. Mais pourquoi R1 n'est pas vérifié? En fait, c'est pas un modèle M4 parce qu'il y a deux cas de figure en réalité. Soit euh, non, 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 pardon. Euh, M4, pourquoi c'est pas un modèle? On n'a pas husband de Dilbert, donc husband de Dilbert est faux. Donc notre husband de Dilbert est vrai. Et c'est ça. Et donc on devrait avoir single de Dilbert en réalité, puisqu'on n'a pas husband de Dilbert. On a man de Dilbert, donc tout est vrai dans le corps de la règle, et donc la règle devrait s'appliquer, et on devrait avoir single de Dilbert. Mais là, la règle ne s'applique pas, elle est fausse. Ouais. Et alors, si on reprend M1, M1 c'est man de Dilbert et single de Dilbert, donc on peut vérifier que c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que single de Dilbert est vrai, donc notre single de Dilbert est faux, et donc la règle R2 est vraie. Et, et on n'a pas husband de Dilbert, donc la règle R1 s'applique, et donc on a single de Dilbert, ce qui est vrai. Voilà. Et alors, après, si on cherche le plus grand ensemble infondé, le UPU de M1, euh, supposons qu'on ajoute. Enfin, il faut forcément que ça soit un sous-ensemble des têtes de règles. Donc si on ajoute single Dilbert, euh, il faudrait que on ait un élément, un BI qui soit positif. Si je reviens sur la, il faudrait qu'on ait un élément positif qui soit pas dans I ou qui soit dans U. Donc ici, ça serait man de Dilbert, puisque c'est le seul positif. Il est pas dans I. Ben si, il est dans I, donc ça marche pas. Donc il faudrait trouver un élément, un atome négatif, comme donc le seul c'est not husband de Dilbert. Et à ce moment-là, l'atome négatif, il doit apparaître en positif dans I, mais on l'a pas. On n'a pas dans M1, on n'a pas husband de Dilbert. Donc single de Dilbert fait pas partie du plus grand ensemble infondé UPU de M1. Est-ce que husband de Dilbert en fait partie? Alors si c'est
Ah, il y a ce cas-là tout à l'heure que j'ai peut-être zappé. Donc, pour single de Dilbert, il en fait partie. Si man de Dilbert qui est positif, il est pas dans I, enfin dans I, donc dans M1, donc ça c'est faux, donc c'est pas ce cas-là. Ou alors, il peut être aussi dans le plus grand ensemble. Donc si il est dans le plus grand ensemble, man de Dilbert, on peut le rajouter. Ah oui, on va le rajouter d'ailleurs. On le rajoute et donc si single de Dilbert y est. Donc il faut que les deux y soient. Et avec ça, euh, c'est en fait. euh, alors ça peut pas être dû au note single parce que quand on a un note single, un négatif, il faut qu'il soit. Ah si, il faut qu'il soit dans B. Donc si, ça peut être ça. Ça peut être note single. euh, Ça peut être single de Dilbert et dans M1, donc note single. Il faut donc c'est bon. Donc en fait, on a les trois. Mais alors euh, du coup, il y a une intersection clairement non vide avec le plus grand ensemble qui, en fait, le plus grand ensemble ici, UPU de M1, c'est la base de Herbrandt complète, c'est M3 en fait. Et, et donc il y a une intersection et donc il n'est pas unbounded free. Donc M1 et je dirais que M2 sont pas des modèles stables, mais là je crois que je me trompe. On peut regarder précédemment parce qu'on en a parlé de ça déjà un peu plus haut, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. M1 et M2 sont des modèles stables. Donc il y a un truc que j'ai pas compris. Euh, M est stable s'il est unfounded free, c'est-à-dire si intersection avec le plus grand ensemble infondé de P, c'est vide. Je vais réfléchir 2 minutes. Donc, après, petite réflexion, effectivement, je m'étais trompé. Donc, si on calcule le plus grand ensemble infondé de PU par rapport à M1, supposons qu'on y mette Man de Dilbert à l'intérieur. Man de Dilbert, ça voudrait dire que euh, toutes les règles qui ont Man de Dilbert en tête de règle doivent vérifier un certain nombre de conditions. Donc les règles, la seule règle, c'est celle-là, c'est le fait. Mais comme les conditions stipulent qu'il doit exister un certain atome dans le corps de la règle et qu'il n'y a pas de corps, le corps est vide, Man de Dilbert, on peut le barrer. Man de Dilbert ne peut pas appartenir à un ensemble infondé, donc, et donc au plus grand ensemble infondé. Maintenant, supposons que single de Dilbert y soit. Single de Dilbert y soit, ça veut dire que il apparaît dans cette règle-là, R1, tête de la règle R1 seulement. Donc il y a deux possibilités. Soit il vérifie la première propriété, soit la deuxième, soit les deux. Euh, non, en fait, c'est un swap, parce que c'est un either or. La première propriété nous dit que pour que single de Dilbert apparaisse dans l'ensemble infondé, il faut qu'il y ait un élément littéral positif dans le corps de la règle. Alors la seule possibilité, c'est man de Dilbert. Il faut que cet élément il respecte soit il n'est pas dans M1, mais il est dans M1, man de Dilbert. Donc c'est
c'est pas la condition B n'appartient pas à I. Donc la seule condition possible, c'est B appartient à U. C'est-à-dire, Man de Dilbert, il est dans l'ensemble qu'on est en train de construire. Mais on vient de voir qu'il ne peut pas être dans l'ensemble, puisqu'on l'a barré. Donc ça ne peut pas être la première condition. Donc la deuxième condition pour que single de Dilbert soit dans l'ensemble infondé qu'on est en train d'essayer de construire, c'est que qu'il y ait un atome B qui apparaisse en tant que littéral négatif, c'est-à-dire ici c'est husband de Dilbert, et tel que cet atome-là appartienne à I. Donc ici, I est égal à M1. Or, dans M1, on n'a pas husband de Dilbert. Donc, single de Dilbert ne peut pas être dedans. Pour husband de Dilbert, c'est même principe. Ça peut pas venir de man de Dilbert. Donc, il faut que single de Dilbert soit dans M1. Et ça, c'est vrai. Donc, il apparaît dedans. Et du coup, quand on fait l'intersection entre M1 et UPU de M1, ben on a vide. Et ça veut dire que M1, il a bien la propriété, comme on l'a ici, d'être unfounded free. Et d'après le théorème 7, ça c'est équivalent à être un modèle stable. Donc voilà le raisonnement. Pardon pour ces errements. Voilà. Un autre exemple, le modèle minimal M2 qui contient BC dans PS n'est pas unfounded free parce que quand on calcule le plus grand ensemble infondé relativement à M2, on obtient BC et ça, intersection M2, c'est pas vide. Donc, ouais.